Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un avis lecture. Je vais essayer de ne pas trop traîner en longueur puisque j'ai tendance à bien exagérer lorsque je vous fais des avis lecture. Donc je vais essayer d'être assez succincte puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de 6 œuvres qui n'ont absolument rien à voir. Vous allez avoir un petit peu de tout ici, du graphique, de la jeunesse, du young adulte, du contemporain et des classiques. Donc on a vraiment, il y en a pour tous les goûts, voilà, tout simplement. Je vais commencer, je pense, par la partie graphique. Le héros du Louvre de Elie Chouraki et Laetitia Despétry. C'est publié chez les éditions Glénat. Le premier tome, c'est donc La Joconde a le sourire. Je vous laisse un petit peu voir à quoi ressemblent les planches, mais la couverture, mais je vous montrerai les planches un peu plus en détail. Et le second, c'est donc Le Jeu du silence. Cette BD, elle est très surprenante, elle est très déroutante, elle est touchante, elle est très bien pensée, très bien construite, très bien menée. Donc dans cette histoire, on suit une famille qui va suivre l'occupation allemande, donc qui va fuir Paris, en sachant que le père de famille travaille donc comme vigile au Louvre et il faut absolument que les œuvres principales du Louvre puissent quitter Paris pour ne pas être saisies par les nazis. Et donc il va se retrouver en charge d'un camion dans lequel il va transporter bon nombre d'œuvres d'art, notamment la Joconde, sans le savoir. Et il va fuir Paris avec sa famille. Donc c'est un récit qui est vraiment, encore une fois, très touchant, très puissant, et que je trouve indispensable, qui est vraiment top pour un public jeunesse ou adolescent, parce qu'on traite à la fois la question de l'importance de l'art, de la marque humaine, de cette empreinte qu'on va laisser, qu'on veut laisser absolument, de ce que c'est l'héritage culturel, le patrimoine historique. Voilà, toutes ces questions-là, parce que le personnage du père dans ce récit, il est très attaché à l'histoire de l'art, mais pas seulement, à l'architecture, à l'histoire tout court avec un grand H, à la littérature. Il y a vraiment un amour de la culture dans cette BD qui est impressionnant. Et ce qui est très beau aussi, c'est bien évidemment la dimension familiale, puisque c'est une famille au complet qui va quitter Paris et qui va essayer de lutter pour sa liberté, pour la conservation encore une fois de ces monuments de la peinture, de ces monuments de l'art international. C'était très beau, vraiment. Il y a un 3e tome qui va paraître, en sachant qu'en début d'histoire, ce qui se passe, c'est que vous suivez donc... vous savez que le père de famille, il est déjà très âgé. Simplement, on raconte un petit peu son histoire, en fait. Voilà. Donc il y a une question aussi transgénérationnelle, puisque c'est donc le fils de cet homme que nous suivons dans cette BD qui va raconter l'histoire à son propre fils. Donc il y a aussi cette histoire d'héritage, de ce qu'on lègue, de ce qu'on laisse. C'est vraiment très joli, une très belle BD. Je suis impatiente de connaître la suite, et c'est encore quelque chose que je laisserai à disposition dans mes classes, parce que je pense que ce sont des BD qui ont tout à fait leur place en classe pour des quarts d'heure de lecture. Je les trouve vraiment très bien. Je continue en graphique avec quelque chose de nettement plus classique sur la chaîne, avec l'école décomposée de Junji Ito, qui est très particulier, comme tous les titres de Junji Ito. Je vous montre un petit peu... voilà, je vous montre une planche d'exemple. Donc, on est toujours dans ces codes du body horror. Ce sont vraiment des choses qui sont très coutumières, traditionnelles chez Junji Ito. Si vous êtes familier avec son univers, vous ne serez pas dépaysé. Au niveau de l'histoire, ce n'est pas forcément ce que j'ai préféré. Ici, on va suivre un personnage qui s'appelle donc Yuma, qui a une petite sœur nommée Shizumi. Et durant, on va dire, les premières nouvelles, on a l'impression que le problème dans cette fratrie, c'est Chizumi, puisque donc ils n'ont plus de parents, ils s'occupent d'eux-mêmes, donc c'est bien évidemment le grand frère qui veille sur sa sœur. Mais en même temps, on comprend au fur et à mesure que le frère a fait un pacte avec une espèce de démon. Et ce démon va agir sur l'entourage de Yuma de façon très dérangeante, très surprenante, d'où toute la partie body horror, en fait, qui va découler un petit peu des agissements de ce démon. Donc c'est très bien fait, très bien pensé. Bon, c'est Junji Ito, donc c'est toujours très surprenant. Voilà, véritablement, je pense que si vous ne vous êtes pas encore lancé, si vous souhaitez découvrir l'œuvre de ce mangaka, il faut que vous partiez avec l'idée que certes c'est de l'horreur, mais ce n'est absolument pas de l'horreur classique que vous allez pouvoir retrouver dans les films américains
hein, ou même dans les ouvrages très classiques de littérature horrifique, Junji Ito, il s'affranchit de bon nombre de codes. Il va vraiment réussir à vous faire peur avec très peu de choses. Par exemple, dans Uzumaki, vous avez donc cette peur absolue qui va poursuivre les personnages, qui va venir de la forme de la spirale. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont très barrées. Je n'ai pas vraiment d'autres mots, mais qui sont très conceptuelles en fait, qui dépassent l'entendement, qui ne reposent pas sur le fait que potentiellement il y a un psychopathe quelque part. D'ailleurs, il y a très peu de ressorts horrifiques de Junji Ito qui vont reposer sur des espèces de, je dirais, de lieux communs de la littérature horrifique. Bien au contraire, il parvient toujours à créer quelque chose de nouveau. On reconnaît systématiquement les influences qu'il a, donc on reconnaît un petit peu du Kazuo Umezu, si vous voulez, dans ce qu'il écrit, mais en même temps, il a cette capacité à se renouveler systématiquement, à apporter quelque chose de nouveau, tout en laissant une empreinte qui lui est toute personnelle et qui est absolument reconnaissable entre mille. Donc pour moi, c'est vraiment la force de Junji Ito, cette capacité à jongler avec son intelligence, son imagination et sa capacité à créer de l'horreur, et en même temps avoir une identité tellement pleine et entière qu'elle est reconnaissable entre toutes lorsque vous découvrez ces mangas. Voilà. Donc, comme d'habitude, je ne peux que vous encourager à lire Junji Ito. Je continue avec le roman jeunesse de ce point lecture, il n'y en aura qu'un. Les jumeaux Croche-Mort, donc La malédiction de Cassandra O'Donnell, qui est publiée chez Flammarion Jeunesse. Cassandra O'Donnell, elle est notamment connue pour sa saga de La Légende des Quatre, qui avait fait énormément de bruit sur les réseaux il y a quelques années, puis pour son autre saga du Collège Maléfique, qui est une saga jeunesse qui plaît énormément au collège. Et donc Les Jumeaux Croche-Mort, pour moi, va être un entre-deux, c'est-à-dire je dirais que c'est un peu plus sophistiqué dans la plume que ce qu'on va trouver dans le Collège Maléfique, mais que c'est un peu plus jeunesse que ce qu'on va trouver dans La Légende des Quatre. Donc on est vraiment dans un entre-deux. Cassandra O'Donnell, je trouve qu'elle a vraiment du talent pour écrire pour un public jeune. Elle arrive vraiment à créer des personnalités qui sont intrigantes, qui sont intéressantes, et à faire comprendre un petit peu à un lectorat non aguerri ce que doivent être les ressorts narratifs. Elle pique votre curiosité en créant une atmosphère qui est toute particulière, toute singulière et qui se devine dès les premières pages. C'est ce qui se passe ici avec les jumeaux Croche-Mort. On sait qu'on va suivre deux jumeaux qui sont en quelque sorte maudits, qui ont des capacités assez paranormales et qu'ils ont vécu des choses assez difficiles. Alors moi, ce titre-là, je le comparerais un petit peu en termes d'atmosphère aux Orphelins Baudelaire. Donc si vous avez aimé cette saga jeunesse-là, je pense que celle-ci pourrait vous plaire. Alors bien évidemment, il s'émancipe des codes des Orphelins Baudelaire qui marchent, je dirais, par épisode, clairement. D'ailleurs, je trouve que je n'ai pas tout vu de l'adaptation série, que j'avais trouvé pas trop mal, d'ailleurs assez intéressante d'un point de vue graphique. Donc ça s'affranchit un petit peu de ce code, je dirais, du feuilleton qu'il y a dans les Orphelins Baudelaire, mais en même temps, voilà, il y a toujours cette dimension de deux orphelins qui vont être adoptés par des membres de leur famille qui sont assez particuliers, et on veut leur imposer des choses, eux ne le veulent pas nécessairement. Ils ont un héritage du côté de leurs parents qui est sensiblement différent de celui que veut leur transmettre les personnes qui les recueillent, donc ici leurs grands-parents. Voilà, c'est intéressant, c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien, et là c'est pareil, c'est un ouvrage qui va rejoindre ma classe, puisque lorsque je trouve les ouvrages un petit peu jeunesse, young adulte, qualitatifs, que ce soit dans leur style, dans leur forme, dans ce qu'ils proposent, dans leur construction, voilà, je les mets à disposition parce que je trouve que c'est plus intéressant plutôt que de les laisser dormir dans ma bibliothèque si je souhaite les garder. Je poursuis du coup avec le roman young adulte de cette sélection, de ce point lecture, juste avant que, de Joanne Richoux, publié chez L'Ardeur. Donc L'Ardeur a créé une collection il y a maintenant quelques années qui a fait beaucoup de bruit, notamment avec, alors attendez que je vous retrouve le titre, je crois que c'est King Kong Girl, si je me rappelle bien, Queen Kong, donc d'Hélène Vignal, qui avait gagné un prix lors du salon du livre de Montreuil lors de sa sortie. Donc il faut savoir qu'ici on est dans une collection bien particulière, puisque L'Ardeur s'engage à proposer des textes qui ont une nature quelque peu érotique, je dirais, qui va venir veiller à éduquer, à éveiller un lectorat plus jeune
enfin plus jeune, young adulte, jeune adulte, à la question de la sexualité et de la découverte du corps. Donc forcément, je pense que ce sont des thèmes... Enfin, avant même de lire le livre, je savais que ces thématiques-là pouvaient être brillamment abordées par Joanne, parce qu'elle a cette capacité à parler de la sensorialité, des expériences sensorielles de ses personnages, qui est assez impressionnante, notamment lorsqu'il s'agit d'expériences olfactives. Donc on a ici beaucoup de descriptions liées aux odeurs et aux parfums, comme c'est le cas habituellement dans les romans de Joanne, mais il n'y a pas seulement cela, puisque nous avons aussi toute la dimension corporelle, physique, avec toutes ces descriptions, je dirais, millimétrées des contacts physiques, comment dire, des mouvements esquissés, des actes manqués, de toutes ces petites choses en fait qui vont venir constituer ce qui va faire que la rencontre amoureuse, le moment amoureux, le moment du vécu de la sexualité va être explosif, parce que finalement il va contenir en lui-même toutes les infimes frustrations et les infimes attentes que les personnages ont pu avoir. Donc ça, c'était très bien fait, c'était très élégant, et c'est toujours très bien écrit, puisque Joanne possède une plume que je trouve très belle, très poétique et très chargée, en référence, en élégance, c'est toujours très beau. Enfin, je trouve que Joanne, elle a un côté à la fois très fleuri dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un côté... on arrive à sentir, toucher, on est vraiment présent physiquement à ce qu'on lit. Et en même temps, vous avez aussi cet aspect très... alors, engagé dans cet ouvrage-là, parce qu'on parle beaucoup de politique aussi dans cette œuvre, puisque les protagonistes que nous suivons, qui ne sont pas nommés, sont meilleurs amis et évoluent dans un monde qui est sur le point de connaître sa fin. Donc on a cette superposition qui donne du coup d'autant plus de valeur d'ailleurs à l'acte sexuel et à la relation amoureuse. Cette superposition entre le monde qui n'a plus de sens puisqu'il est voué à disparaître, et en même temps donc cette apothéose de la rencontre amoureuse, enfin de la révélation des sentiments amoureux, puisque ce sont deux protagonistes qui s'aiment tout de même depuis un moment. Ce qui est d'ailleurs très beau aussi, parce que même dans les révélations donc, du sentiment amoureux, il y a tout un tas de petites références qui sont très jolies, qui prêtent à sourire aussi, qui ne sont pas du tout grinçantes, alors que les chapitres sur l'aspect plus politique, plus engagé, vont avoir quelque chose de grinçant. Et Joanne arrive à jongler avec ces deux thématiques avec beaucoup de justesse, je trouve. Et ça marche bien, parce qu'en réalité, même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans une société qui est en train de s'effondrer factuellement devant nous, comme c'est le cas dans ce titre-là, où vraiment on voit qu'il y a des personnages qui disparaissent, où il y a une violence de rue qui est considérable et qui est permanente, où les enfants ne vont plus vraiment à l'école. On n'est pas à ce stade-là, même si voilà, il y a des prémices de quelque chose, très certainement. Ben, ça fonctionne quand même en fait, parce qu'il y a ce côté de la jeunesse désabusée par une réalité qui ne correspond plus à ses attentes, qui ne répond plus à ses attentes et qui ne parvient pas à être suffisante. Et finalement, on va aller chercher dans l'expérience de la relation amoureuse, au-delà de la relation amoureuse elle-même, du sentiment amoureux lui-même, de la reconnaissance qu'on peut avoir dans le regard de l'autre, un sens aussi à donner à sa propre existence. Donc il y a toute cette mystique qui est placée aussi par-dessus dans la relation amoureuse, et c'est vraiment très beau. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très joli. Alors il y a encore plein d'autres choses qui sont abordées, on est avec des personnages qui ont chacun leurs problèmes, on parle notamment de troubles du comportement alimentaire, alors on parle notamment de quelque chose qui se démocratise beaucoup aujourd'hui, et qui je trouve est traité de façon intelligente par Joanne, qui est cette tendance absolue au manger sain. On induit au départ, je pense que c'est une volonté de l'autrice, j'en ai pas discuté avec elle, il faudrait que j'en parle avec elle, je pense qu'il y a une volonté au début d'induire que le personnage souffre d'anorexie, puisqu'il y a cette forme de restriction de l'alimentation. Et plus le temps passe, plus en réalité on s'aperçoit que les comportements alimentaires de la jeune fille qu'on suit vont s'apparenter donc à cette espèce de besoin absolu de contrôler tout ce qu'elle mange, mais que tout soit sain, donc ce qui s'apparente à de l'orthorexie. Et ce qui est bien fait, je trouve, c'est que c'est en cela, dans tous ces petits points, même au niveau de l'anxiété, il y a des petites phases de description d'anxiété, je dirais que tout est très actuel, en fait tellement actuel que ça en devient nécessaire.
j'ai toujours beaucoup de mal à vous parler, c'est terrible quand... c'est terrible quand j'essaye de vous retranscrire exactement ce que j'ai pu ressentir, c'est très complexe. Le fait de traiter d'orthorexie et non pas d'anorexie, le fait de traiter de troubles anxieux de la façon dont le fait Joanne et non pas de crise d'angoisse comme ça a pu être le cas il y a 5, 6, 7, 10 ans dans la littérature young adulte lorsqu'elle émergeait, ça donne un côté tellement actuel à ce livre. Voilà, je pense qu'il faut appuyer sur les adverbes ici. Ce livre, il est tellement actuel. Il est tellement actuel qu'on dirait qu'il est écrit spécifiquement pour la génération qui est là, et qu'il comprend ce que eux comprennent. Habituellement, chez Joanne, vous avez cette forme, je dirais, de nostalgie d'une jeunesse, d'une adolescence qui se déroule dans les années 2000 à peu près. Là, plus du tout, on s'affranchit de ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'adore habituellement parce que bien évidemment, c'est le moment où j'étais adolescente. Mais là, non. Là, on parle vraiment des thématiques des adolescents d'aujourd'hui et c'est très beau. C'est vraiment très beau, très bien écrit. J'espère vraiment lui avoir rendu justice parce que je manque un petit peu d'éloquence et de clarté. Mais c'est un titre qui est encore une fois très réussi, comme tout ce que fait Joanne. Je le trouve très très bien et je peux que vous recommander de le lire. Donc je ne sais pas s'il est déjà sorti, je vais juste vérifier. J'ignore quand paraîtra cette vidéo, je pense fin janvier, donc je vais vous dire exactement quand on sort le livre, mais je pense qu'il est déjà sorti. Oui, l'ouvrage est paru donc le 10 janvier. Je vous lis un extrait qui arrive un peu plus tard dans le texte, mais que je trouve très percutant et qui marque quelque chose que j'aime beaucoup d'un point de vue symbolique, que ce soit dans la vie en général, mais également dans la littérature. Ce sont ces tout petits riens qu'on va cristalliser concernant une personne et qui vont vraiment la rendre unique à nos yeux pour vraiment, mais des choses qui sont tellement anecdotiques aux yeux de d'autres, je sais pas, voilà, cette espèce d'émotion qu'on peut avoir de créer quelque chose, encore une fois, une aura mystique autour de quelqu'un par rapport à un petit événement, par rapport à une couleur du t-shirt, par rapport à une odeur qui va émaner d'elle à un moment donné. Bref, c'est tout petits riens qui vont faire que voilà, que le grand tout de l'amour qu'on va éprouver pour cette personne va pouvoir s'accroître encore. Meuf, cette lettre, je te l'écris et tu ne la liras jamais, jamais, jamais. Depuis la fête foraine, j'ai des délires chelous, genre je voudrais t'emmener à la patinoire. Tu sais, l'instant où je suis le plus joyeux, c'est quand on est à la maison, seul. On a cuisiné tes aliments orange de névrosé, soit les patates douces au four, soit la courge poêlée, butternuts ou petits marrons. Des châtaignes en plus si t'as la motive. Tu les manges pour me faire plaisir. Certains midis, on va au self, ça agace les bourgeois du lycée, mais vu le prix, ça devient rare, donc globalement, on mange à la maison. Toi, pour me faire plaisir. Les légumes cuisent, il y a les arômes, comme ça te dégoûte, tu fronces le nez et tu te casses à l'étage, j'entends l'eau, tu te douches. Moi, je zappe sur des séries en patientant. Je suis bien. Tu vas descendre, tu vas sentir le savon. Pas exactement le savon. Après la douche, ta peau sent la perle de bain. Puis t'enfiles tes vêtements. Eux, par contre, ils dobent le parfum. Combien de week-ends tu m'as traîné dans tes boutiques de snob, à scander aux vendeuses que tu portes de la niche ou des fragrances masculines, à m'expliquer les notes, les pyramides olfactives. J'acquiesce, je capte que dalle, je suis content que tu sois contente. Ces jours-ci, tu mets bois d'argent de Dior, et je t'escorte partout. Je t'escorte au self, à tes réunions d'activistes, dans tes boutiques de snob, tant que tu rentres avec moi. Bois d'argent, une série, un canapé, on va bouffer, le kiff absolu. Sauf que j'ai des vertiges. Est-ce que je suis parano ? C'est moi ou nos familles, l'anxiété, ta maigreur, mon asthme ? Ça me réveille la nuit. Ok, appréhender est inutile. Inutile est abrutissant. Si le chaos doit surgir, il surgira. Avoir badé dessus ne nous protégera pas. Bader ne protège de rien. Je te jure, j'essaie d'apprécier ta présence, tes détails, nos légumes qui cuisent. Faut que je tempère, la réalité est toujours plus contrastée que les nœuds dans ma cervelle. Et en vrai, on s'emprisonne trop. On habite des sphères mentales qui font la taille de nos chambres. Bordel, l'envergure de l'univers, le nombre de possibilités, le nombre de chambres où s'introduire. Ces gens à rencontrer, à embrasser, à déshabiller. Dans une conversation, tu dis bader ou on s'emprisonne ou ça me réveille la nuit et ils compatissent les gens. J'en suis déchirée. S'ils compatissent, c'est qu'ils douillent eux aussi, qu'ils font des insomnies. Ça me déchire, ça m'allège. Chacun de nous, on chiale sur nous-mêmes, on échange. Eux, ils chialent pour moi et moi, je chiale pour eux. Elle est belle cette émotion. On est résilients, tous dans la même galère. Tous à accepter ce principe, il y a des hauts et des bas. C'est facile de l'accepter si on est en haut. En bas, on oublie. On oublie que ce ne sera pas permanent. On oublie que demain, que le soleil, que le sommeil. Tu te souviens mon bas de l'automne ?
J'ai ghosté le lycée le mois entier. Par solidarité, toi pareil. On matait des Pixar dans mon lit, j'avais la tête sur ton épaule ou sur ta poitrine, tu me démêlais les cheveux du bout de l'index. On pleurait et on morvait, on riait, on pleurait surtout. Moi à cause de mon bas, toi par solidarité. Le bas, ce n'est pas juste un mood. Quand il s'installe, on y croit plus fort qu'à son prénom. Voilà, des fois je suis en haut et j'ai envie d'avaler la vie, d'autres fois le poids de moi me cloue. Ou l'asthme. Ça rend vulnérable de ne pas réussir à respirer. Je suis là, j'inspire à peine un filet d'oxygène, mes poumons sifflent et crachent. Ce serait easy qu'une de mes crises triomphe. Ne plus m'acharner contre l'air, balèque la résilience, balèque la compassion des gens. Alors je pense à toi, à la patinoire, à tes cuisses, à ta nuque, à ton cul. Ceux qui en chient le plus, c'est ceux qui souhaitent du long terme, ceux qui ont de l'espoir. Ça a fonctionné des décennies, maintenant ça ne fonctionne plus. On lâche prise, pas de projet ni d'ambition parce que nos attentes nous détruiraient. Je serai heureux à mon anniversaire, je serai heureux avec tel médicament, je serai heureux dès que... Bullshit. Il y a des chances qu'il soit éclaté ton anniversaire. Et puis qu'est-ce qu'on préfère? Se réjouir des choses ou les expérimenter? J'ai l'impression que se réjouir, ça ne déçoit pas. Bref, pas d'attente, que de l'immédiat, de la gratitude. Si t'as des trucs à perdre, t'es mort. Moi je m'en tape. Hormis de toi, ce délire de t'emmener à la patinoire. Quoi ensuite? Me blottir entre tes draps? Du long terme, de l'espoir? Meuf, tu me guéris et tu me fous dans la merde aussi. Viens à la patinoire. J'emprunterai une voiture, ce serait autorisé ce soir-là, notre soir. Tu mettrais la radio à fond, ton front contre la vitre, le pare-brise serait flou. Merci la buée de nos souffles, ça clignoterait en route, feu, immeuble, lampadaire, c'est lueur de la ville. Je me garerai sur le parking, un créneau loupé, on aurait paumé nos passes fun, ton sac, ma thune, nos gants. Pas grave, c'est l'effervescence. On ferait la queue, la dame de l'accueil nous attribuerait des patins trempés par les clients d'avant. Va marcher, toi, ces enclumes aux pieds. Tu bougonnerais, avance, je te tiens. Enfin, on découvrirait la glace. Tout serait blanc et gris profond. Si froid, blanc, quasiment bleu. Mais pas ton nez rouge. Ton nez, je le têterai. Je suis un chiot plein de gratitude. Et on serait euphorique, deux gamins. Je m'arrête là. Je vous ai lu un bon extrait déjà. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le style de Joanne et ce qu'on peut trouver dans ce titre-là, qui est vraiment très beau, très fort et que je vous recommande vivement de découvrir. Un titre dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux les mois derniers, donc Lapin maudit de Chung Bora, et je dois reconnaître que je suis un peu plus sceptique que la plupart des gens. Certaines nouvelles m'ont pas mal marqué, notamment la première, j'ai beaucoup aimé la première nouvelle qui est donc celle de Lapin maudit. Je l'ai trouvée très originale, très bien pensée, assez grinçante, c'était très sympathique. Les suivantes, je ne vais pas dire que je ne les ai pas aimées parce que ce n'est pas le cas, mais je n'ai pas été emportée comme je le pensais. Il y a des choses qui sont qui vont plus être axées sur la nostalgie et l'aspect fantastique. Je dirais que ce recueil, il propose des formes d'horreur qui sont très diverses et qui sont le plus souvent... qui apparaissent par touches, qui ne sont pas frontales. Il n'y a pas d'horreur au sens strict du terme. Je reprends mon explication, je sens qu'elle est assez confuse. Ces nouvelles, elles sont très différentes, elles abordent des formes d'horreur qui sont différentes aussi, mais on est rarement dans une horreur frontale. J'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose de... J'allais dire de pixelisé, mais c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que ça fonctionne plus par petites touches qu'on est venu apposer de façon très particulière selon les nouvelles, très désordonnée, très anarchique. Et effectivement, ça donne une consistance très intéressante à ce recueil qui est assez hors du commun. Mais en même temps, on va retrouver des codes assez classiques finalement du roman, de la nouvelle fantastique, notamment je pense à la dernière nouvelle qui va mettre en scène une protagoniste coréenne qui habite en Pologne, qui va... il va y avoir toute une question autour du traumatisme de guerre, des traumatismes tout court d'ailleurs. Donc ça va être une horreur un peu plus, je dirais, factuelle au sens où historiquement elle est terrible, en même temps qu'une horreur d'aura, d'atmosphère, puisqu'on va avoir une espèce de fantôme qui va parcourir la ville. Bref... Très particulière cette nouvelle. La première, elle est dans une horreur plus classique, je dirais. Je pense que c'est celle que j'ai préférée, hein, comme je vous le disais. Donc Lapin maudit. On va suivre une petite fille qui se voit raconter systématiquement la même histoire par son grand-père de soir en soir. Cette histoire, c'est celle d'une entreprise qui va faire faillite. D'une entreprise d'alcool qui va faire faillite suite à l'usage d'un objet maudit que va construire donc le grand-père de cette jeune fille. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu...
c'est un petit peu barré dans la façon dont c'est construit. Je trouve que cette nouvelle-là, elle est un petit peu particulière, elle m'a beaucoup plu. Ensuite, on a des choses qui sont un peu... qui mettent un petit peu mal à l'aise, qui sont intéressantes aussi, mais qui sont dans une horreur un petit peu différente. On va avoir une femme qui va tomber enceinte, qui doit absolument trouver un père pour son enfant, donc qui va être amenée à passer des petites annonces, à rencontrer des hommes dans des contextes très bizarres. Donc va y avoir tout ce rapport à l'homme qui est très très désagréable. L'élaboration aussi d'une pensée de la maternité qui est étonnante, je dirais, voilà, parce que je n'ai pas vraiment de qualificatif. Vraiment un recueil de nouvelles qui est innovant, qui est surprenant, et qui en même temps, sur certaines nouvelles, va rejoindre voilà, les grands codes, je dirais, de la nouvelle fantastique. Je n'ai pas été convaincue par tout. Voilà, comme je vous le disais, je suis plus mitigée que beaucoup de personnes parce que j'ai l'impression que quand même ce livre, il avait un petit peu fait l'unanimité. Mais voilà, tout ne m'a pas plu. Donc encore une fois, c'est intéressant, c'est novateur sur bien des aspects, un peu moins sur d'autres. Et bon, ça reste très agréable à lire, hein. J'étais vraiment très bien dans ma lecture, c'était confortable, c'était accessible, c'était sympathique, voilà, j'ai passé un bon moment. Mais je m'attendais à quelque chose de plus grand, voilà, de plus révolutionnaire, qui allait plus me faire quelque chose, me provoquer, je sais pas, quelque chose de plus grand, voilà, une expérience plus grande. Malheureusement, c'est pas le cas. Après, voilà, ça reste très divertissant, comme je vous le disais, mais ce n'est pas forcément ce que j'attendais. Je termine avec quelque chose qui n'a rien à voir, donc Les Annales de Pétersbourg de Dostoïevski, qui est publié chez Babel, donc encore et toujours avec la traduction d'André Markovitch, qui est donc un ouvrage qui va regrouper donc les publications. Alors, je vais vous dire les dates parce que je vous avoue que de tête comme ça, je ne les ai pas. En gros, ce sont les chroniques littéraires de Dostoïevski qui vont paraître dans les journaux. Donc à partir de 1847, si je comprends bien. Le terme d'annales de Pétersbourg est très bien choisi. Alors évidemment, il n'est pas choisi par Dostoïevski, hein, puisque cela vient du fait que c'était le titre de sa chronique dominicale. Donc, ce qui est... Alors, c'est un ouvrage qui est assez... je pense qu'il faut déjà aimer Dostoïevski. Il faut déjà aimer Dostoïevski, il faut être familier de la Russie du 19e, familier de ses environnements un petit peu, de Saint-Pétersbourg la nuit, de ces espèces de boulevards un petit peu, ce qu'on imagine un petit peu sales, de la pauvreté ambiante. Je pense qu'il faut déjà être familier avec ça, avec cette rupture qu'il va y avoir au 19e siècle entre les classes sociales très aisées et celles qui sont très pauvres, parce qu'on a à la fois le Saint-Pétersbourg qui sent mauvais, qui a froid, qui est dans les rues pavées, noires, obscures, et qui souffre, tout en même temps que nous avons donc le public, hein, qui est ciblé par Dostoïevski donc dans ses annales de Pétersbourg, à savoir voilà, l'homme un petit peu plus aisé qui va pouvoir s'acheter le journal, participer à des jeux, quitter Pétersbourg parfois en été. On a vraiment voilà, ces descriptions de la Russie et particulièrement de Saint-Pétersbourg à différentes périodes de l'année, mais c'est un petit peu les expériences de vie d'hommes de classe sociale un petit peu aisée voilà, au travers des saisons. Alors c'est assez amusant parce qu'on ne s'attend pas du tout à lire, à ce qu'il y ait une saisonnalité des textes de Dostoïevski. Enfin en tout cas c'était... Pour moi, j'attribue systématiquement, si je dois le faire de tête comme ça, dans l'expérience que j'ai, j'attribue systématiquement Dostoïevski à la période hivernale pour une raison simple, c'est que les protagonistes de Dostoïevski ont systématiquement froid, ont systématiquement faim. Et c'est vrai que ce sont des choses que j'attribue immédiatement à l'hiver, sans même me poser la question. Et dans les annales de Pétersbourg, vous avez notamment des parties qui vont traiter donc des prémices de l'été pétersbourgeois, donc qui est très particulier parce qu'il est très bref. Et c'est surprenant. C'est vraiment surprenant de voir Dostoïevski écrire sur l'été. Et je ne m'étais jamais rendu compte de cela avant de lire les annales de Pétersbourg, du fait qu'il y avait, oui, une saisonnalité dans la plume de Dostoïevski, qui est clairement marquée par, je vous dis, ce climat hivernal, voilà. Et là, on est en rupture avec ça parce qu'on a des descriptions de Saint-Pétersbourg d'été. Alors, Saint-Pétersbourg d'été qui est décrit avec, je dirais, un petit peu
de mépris presque de la part de l'auteur, parce qu'il se moque un petit peu de toutes ces personnes qui vont aller profiter voilà, d'un rayon de soleil un petit peu plus puissant à un moment donné sur une ville qui clairement demeure presque hermétique hein, à cette saison de l'été et qui semble un petit peu figée dans un hiver permanent. C'était vachement bien. Après, voilà, c'est pas forcément ce que je vous recommande de lire immédiatement de Dostoïevski ou en premier. Familiarisez-vous peut-être avec le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski, avec des nouvelles comme Les Nuits Blanches ou avec Les Pauvres gens, qui est un roman mais qui est épistolaire, donc qui est beaucoup plus accessible que si vous vous lanciez directement dans Crime et Châtiment, ou avec même Les Carnets du sous-sol, qui certes n'abordent pas dans le détail la ville de Pétersbourg, mais qui donnent une ambiance générale, un ton général finalement à l'œuvre de Dostoïevski. Et quand on y réfléchit bien, il y a à la fois cette question de l'hiver donc qui prédomine là pour moi dans ce que je vous disais après cette expérience de lecture là dans les récits de Dostoïevski, mais il y a aussi cette idée du souterrain un peu qui est très présente, et c'est comme si les habitants de Saint-Pétersbourg sortaient de terre un petit peu là dans les annales de Pétersbourg. C'est assez surprenant en fait. J'ai pas d'autre mot, c'était une expérience qui était inattendue, voilà. Parce que au départ je me suis dit oh je vais lire des articles, j'ai pas forcément envie, c'est pas forcément le moment, pourquoi? Et dès que j'ai renoué avec la plume de Dostoïevski, tout se passait bien, et alors en plus de ça, avec son cynisme, son humour, sa capacité à se moquer un petit peu, je vous dis, des habitants de Saint-Pétersbourg qui ont cette tendance en fait, qui vivent calfeutrés, quoi. On a vraiment l'impression d'un microcosme d'une ville qui est figée en elle-même et qui n'avance pas, et subitement, voilà, l'été arrive, c'est comme si le soleil déjeunait un petit peu progressivement les gens, mais qu'en fait tant qu'ils puissent remettre du mouvement dans leur propre existence, le soleil a déjà disparu, voilà. Donc c'est très particulier. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai dit, mais j'avais pas pensé ça comme ça en fait avant de vous en parler. Je m'étais fait la réflexion de cette saisonnalité, mais pas à ce point-là. Et je trouve que c'est pas mal, et c'est incroyable à quel point un tout petit ouvrage comme celui-ci, qui n'est même pas un ouvrage littéraire, hein, qui est simplement un recueil d'articles, peut venir apporter, je trouve, un nouvel œil, une nouvelle façon de regarder l'œuvre d'un auteur. C'est assez fascinant. Bon alors après c'est quelque chose que j'ai un petit problème, vous le savez, obsessionnel avec Dostoïevski, donc nécessairement bon, voilà, je suis toujours dans l'expectative, dans la démesure dans mes réactions quand je trouve un nouvel axe d'étude, d'analyse et d'interprétation, ou que je sais pas, que j'ai l'impression que tous les textes viennent s'éclairer d'une lumière un petit peu différente. Enfin, c'est assez fascinant, je trouve, de prendre toute l'œuvre d'un auteur et se dire je vais faire l'expérience de la lire dans son intégralité. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Et chaque fois que je lis un livre de Dostoïevski, donc ça me fait ça. Depuis l'année dernière, je dois reconnaître, depuis que je me suis vraiment donné cette mission un petit peu de lire tout ce que je peux de cet auteur, je trouve que c'est toujours fascinant parce que j'ai toujours un éclairage nouveau, même donc à l'aide de petits articles de journaux comme ceci. J'ai déjà beaucoup parlé, je suis vraiment désolée, il y a des ouvrages sur lesquels je me suis plus étendue que d'autres. Alors comme d'habitude, j'ai beaucoup débordé sur Dostoïevski, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Faut vraiment que j'arrête quand je vous parle d'un titre de Dostoïevski de partir aussi loin, ça devient problématique je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné quelques idées de lecture, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.